Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous voir sur ce webinaire, acte 2, formation ouverte et à distance, santé sociale. Voilà, nous allons démarrer par du coup la présentation du support que vous devriez voir à l'écran avec une toute première question. Et si l'enjeu du numérique dans les formations santé sociale, c'était l'humain? Alors, on a une petite illustration d'ailleurs qui montre que c'est bien de ça dont on va parler ce matin. 5 volets dans cette présentation. Je vous propose d'abord un triple changement de décor des OF santé sociale. Qu'est-ce qui s'est passé? Une clarification du terme formation ouverte et à distance parce qu'il y a des quiproquos par rapport à ce terme, qui est un peu galvaudé, pas toujours compris entre les financeurs, les pédagogues, etc. Une petite focale sur l'avant, pendant et après Covid-19 que nous avons tous traversé, avec toutes les difficultés que ça a pu soulever. Le terreau de la formation ouverte et à distance, alors là on est plus proche de nos convictions, on va partager avec vous ce en quoi on croit, ça ne veut pas dire que c'est la référence absolue, mais en tout cas on va partager ça avec vous. Et puis enfin, des illustrations concrètes, parce que c'est bien de parler théorie, mais concrètement ça ressemble à quoi tout ça? Voilà. Alors, la présentation, elle est sous vos yeux. Vous voyez ici, vous avez 4 parties. Triple changement de décor, clarification du terme FOAD, focale avant, pendant, après Covid-19 et le terreau de la formation ouverte et à distance. On y va pour le premier volet. Alors, le triple changement de décor que nous avons tous connu, OF santé sociale, c'est tout d'abord l'évolution du profil des apprenants. Là, je crois que c'est assez clair. Quand on fait une intervention pédagogique en présentiel, on a un petit peu ce genre de scène, c'est-à-dire qu'on a un intervenant et en face des apprenants très connectés, sur leur téléphone portable, sur leur tablette, sur leur ordinateur. On pourrait dire que c'est pour prendre des notes. C'est d'ailleurs, j'espère, souvent le cas. Malgré tout, vous savez, des fois, quand on a la régie qui projette les vidéoprojections sur l'écran et qu'on regarde la salle de derrière, il nous arrive de voir des réseaux sociaux, des messageries. Mais il est arrivé une fois, et ça a été le déclic en 2015, de voir une étudiante qui jouait, ou un étudiant, je ne veux pas faire une question de genre, au tarot. Je ne savais pas qu'on pouvait jouer au tarot en ligne. Le fait est que c'était devant les yeux. Donc là, on s'est dit non, il faut faire quelque chose, parce qu'ils vont avec quoi sur le terrain professionnel? Je fais des caricatures, j'y vais à grands traits, mais tout de même. Donc, on s'est dit, si on peut lancer la vidéo qui est juste derrière, mais finalement, si ces apprenants maîtrisent si bien les outils, ne pouvons-nous pas les détourner à des fins pédagogiques? Autrement dit, mesdames, messieurs les apprenants, sortez vos tablettes, sortez vos téléphones, sortez vos ordi portables, on va les utiliser précisément à des fins d'apprentissage, à des fins pédagogiques. Voilà un petit peu ce premier élément de contexte de la FOAD. Le deuxième, c'est l'évolution des cadrages nationaux et régionaux. De quoi parle-t-on ici? D'abord 2014, réforme de la formation professionnelle. C'est l'année zéro de la FOAD financée. Je dis bien financée parce qu'elle existait déjà. Il y avait une réglementation nationale, un texte juridique qui datait de 2001. Mais en 2014, il y a vraiment un changement, un virage. La formation ouverte et à distance est éligible à la formation professionnelle. 2015, dans le secteur social, c'est le plan d'action en faveur du travail social et du développement social qui a été déposé chez Madame Neuville en octobre 2015. Et la mesure numéro 11 de ce plan d'action disait qu'il faut introduire des pratiques numériques dans les établissements de formation en travail social. Donc là, très clairement, on a eu un cadrage national. En 2017, en ce qui concerne la région Hauts-de-France, mais dans toutes les régions, ça s'est fait plus ou moins au même moment, il y a eu, vous savez, ce qu'on appelle des schémas régionaux qui fixent le cadre des formations santé sociale. En l'occurrence, dans notre région, c'était très clair. Sur 7 mesures, 2 de ces mesures disaient vous devez faire intégrer du numérique dans les formations, et 2, vous devez essayer de le faire santé sociale. Je parle ici de la région Hauts-de-France. Donc on s'est vu à plusieurs reprises en essayant de co-construire des modules numériques santé sociale. Et en fin 2019, et là c'est trop proche de nous, vous en avez entendu parler de fait, c'est la réforme de la formation professionnelle qui est à l'œuvre et qui là, très clairement, du coup, a encore une incidence sur le numérique
Et je parle bien de 2019, hein, donc avant Covid, on verra depuis comment les choses se sont précipitées. Pour le troisième élément de contexte, on vient juste d'en parler, la fameuse crise sanitaire avec une situation d'urgence, c'est très clair pour tout le monde. Des formations continuées qui, bon an, mal an, se sont continuées dans les différents OF, hein, santé sociale, autant que faire se peut, avec quand même en tête le principe de garder le contact avec les apprenants, d'autant plus qu'il y avait des sessions de diplôme qui arrivaient au mois de juin, juillet, et plus encore après, septembre, bien sûr, en fonction des formations. Et un grand principe de retrouver l'humain malgré le confinement. Je vous renvoie à la première diapositive qui était présentée ce matin, et si l'enjeu du numérique, c'était l'humain. Regardez comment le confinement nous a tous obligés à rester chez nous, mais que l'outil numérique nous a permis de garder le contact. Pour moi, c'est un premier élément très important qui, si on s'en distancie un petit peu, nous montre bien que grâce au numérique, on a retrouvé du contact et de l'humain qu'on ne pouvait plus avoir en face à face. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Voilà un petit peu pour ce premier volet sur le changement de décor. Le deuxième volet, clarification du terme formation ouverte et à distance. On va aller un petit peu plus précisément dans la définition de la FOAD. D'abord, il est clair qu'il y a une sémantique qui est à interroger. On a beaucoup parlé d'apprenants, d'étudiants, de stagiaires, et vous voyez, c'est sorti spontanément. Aujourd'hui, on va de plus en plus sur le terme d'apprenant. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que ça doit devenir l'obligation, la règle, etc. Tout de même, c'est important de se dire que qui apprend? Est-ce que c'est un enseignant formateur qui fait l'acte d'apprendre aux étudiants? Ben non, pas vraiment. L'acte d'apprendre, et il y a eu un certain nombre d'ouvrages rédigés là-dessus, montre bien que l'acte d'apprendre, c'est l'apprenant qui le fait. Donc les enseignants formateurs, TRIS, mettent à disposition des contenus, des savoirs, dont les personnes présentes, les étudiants, vont faire l'acte d'apprendre, ou pas. On espère qu'ils vont bien apprendre. Mais c'était intéressant de se re-questionner sur ce terme d'apprendre, sur ce concept-là. Deuxièmement, la pédagogie versus andragogie. Pédagogie, ça vient du grec pédagogos, donc on va être sur les enfants, péda. L'andragogie, on va être andros sur l'homme. Alors l'homme avec un grand H, hein, là aussi je ne fais pas de question de genre, mais c'était intéressant de se dire, mais finalement, est-ce que dans les formations santé sociale, qui sont post-bac, on ne fait pas de l'enseignement pour les enfants, mais bien pour les adultes. Et donc, on ne s'y prend pas de la même manière, parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes atouts, on n'a pas les mêmes conditions d'apprentissage quand on est enfant que quand on est adulte. Troisième élément, le e-learning versus la FOAD. La formation ouverte et à distance est un dispositif global, hybride, chapeau, dans lequel on a du présentiel et du distanciel. Donc, vous me voyez venir, le e-learning n'est qu'une sous-partie de la FOAD. Et là, on va venir justement sur les termes qui ont été mal compris par les financeurs, parce que quand vous vous adressez aux OPCO ou à différents financeurs, quand ils vous disent, eux, FOAD, dans leur esprit, ça veut dire distanciel. Mais dans la vraie vie, dans la vraie définition du terme, formation ouverte et à distance, c'est bien une globalité dans laquelle il y a certes du distanciel, du e-learning, mais il y a aussi du présentiel, et d'autres modalités d'ailleurs. Dans la sémantique qui est à interroger, il y en a deux qui sont arrivés avec le Covid de façon encore plus forte, qui est de bien distinguer l'asynchrone du synchrone. L'asynchrone, il y a deux petites montres, c'est bien deux temporalités. Je vais consulter des contenus quand je suis disponible, de façon autonome, moi en tant qu'apprenant. Alors que le synchrone, c'est du live, c'est du direct, c'est ce qu'on fait ce matin. Les webinaires, les cours Zoom, Teams, Meet et tous les outils qui ont pu émerger. Dans l'enseignement, dans la formation synchrone, on va avoir, dans la formation asynchrone, les rapports sont indirects. De fait, les apprenants ont la possibilité de revisionner les contenus, donc de faire du replay. La temporalité, elle est autonome, donc ils peuvent consulter les contenus quand ils sont disponibles. Et ça se passe sur une plateforme LMS, un Learning Management System. On va y revenir après, c'est les plateformes d'apprentissage qui permettent de faire du suivi. À la différence, le synchrone, lui, on va être dans du rapport direct, donc dans de l'interaction.
On va être également dans une temporalité contrainte. Le cours, il a lieu jeudi de 14h à 17h, ce n'est pas à un autre moment. Et puis, l'outil, donc, c'est Visio avec, par exemple, Teams que nous utilisons ce matin, mais il y en a bien d'autres. Au niveau de la sémantique, je vous invite aussi à interroger le terme de visio. Pourquoi? On a entendu parler de classe virtuelle. Alors nous, à Challenge IRTS, en tout cas moi, je n'aime pas trop ce terme. D'abord, la classe, ça renvoie à quelque chose d'assez éducation nationale, en tout cas de pédas et donc d'enfants. Et virtuel, ça ne fait pas bien réel, ça ne fait pas bien concret. Donc ce premier terme, nous, on ne l'utilise pas trop. Il y en a un second qui est celui de la visioconférence. Mais là, on est plus quand même en lien avec des réunions de professionnels qui se parlent, qui font le point. Donc là non plus, on ne l'utilise pas. Celui qu'on utilise, c'est le terme de visioformation, parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. On fait de la formation, on est bien dans un acte de formation, par l'outil visio. La visioformation, à la différence de la visioconférence, etc., permet d'humaniser l'intervention, permet de rendre acteurs les apprenants, permet également de donner des consignes d'attention. Et là, je vais revenir là-dessus beaucoup ce matin, parce que la visio qui s'est mise en place pendant le Covid a pu manquer parfois de méthodes, parce que les équipes pédagogiques s'y sont lancées assez dans l'urgence, dans un contexte d'urgence. Et du coup, en manquant un petit peu de ces méthodes, ou si on ne donne pas des consignes d'attention, il y a du décrochage. Parce que la visio dure 2 heures, 3 heures, et je nous mets au défi tous ce matin de tenir 2 heures, 3 heures sans avoir des consignes d'attention, sans pouvoir poser des questions, etc., etc. La définition de la FOAD, nous y voilà. Il y a donc dans la définition une combinaison triple de lieu, de temps et de modalité. Lieu parce que le centre de formation, ou bien le domicile, ou bien le cybercafé ou autre. Temporalité autonome, ça peut être le jeudi, ça peut être le samedi, le dimanche, quand je suis disposé à aller consulter ces contenus, et la modalité distancielle, présentielle. Le dispositif de la FOAD, comme on l'a dit, donc, est présentiel et distanciel, on va donc dire qu'il est hybride, et donc dans les formations santé sociale, on va donc retenir qu'il y a des temps d'apprentissage en centre de formation, des temps d'apprentissage sur une plateforme numérique, on va donc être sur de l'asynchrone, des temps d'apprentissage en visioformation, on vient de le voir, et on sera sur du synchrone. Et bien sûr, alternance intégrative oblige des temps d'apprentissage sur les terrains professionnels. Pour poursuivre la partie de définition, une fois qu'on a des contenus de cours, il faut les mettre en ligne. Et on ne va pas les mettre sur un site web. On va les mettre sur une plateforme LMS, qui veut dire Learning Management System. C'est une plateforme d'apprentissage numérique. Alors, quelle est la différence avec un site web? D'abord, il ne faut pas s'y méprendre. Ce n'est pas une plateforme de ressources, c'est une plateforme d'apprentissage. Et ça fait toute la différence. Il y a eu, depuis les années 2001, plein d'OF, dont vous faites sans doute partie, qui ont eu des plateformes, mais qui les utilisaient souvent pour mettre des documents administratifs, des ressources. Et moi, je plaide beaucoup pour faire la différence entre une plateforme de ressources et une plateforme d'apprentissage, où là, on va déposer des contenus de cours qui sont dédiés pour du distanciel. Donc, on les a, on les a présentés d'une certaine manière pour les rendre digestes, accessibles, dynamiques et efficaces. La grande différence de la plateforme LMS, c'est qu'elle permet de faire du suivi, du tracking, ou si vous voulez le mot français, du traçage. Autrement dit, sur un site web, RGPD oblige, on ne sait pas ce que vous faites, ce que vous allez voir, et tant mieux, votre vie est confidentielle, privée. Par contre, sur une plateforme LMS, c'est l'inverse. Il faut savoir ce que fait l'apprenant. Il faut pouvoir vérifier qu'il a été consulté les contenus, d'accord, et qu'il les a validés. C'est ça qu'on appelle du traçage, du tracking, et c'est ce que permet une plateforme LMS. Les typologies de contenus qui sont en ligne, mais il y a des ressources et des activités. Alors, les ressources qu'on préconise à l'IRTS Challenge, c'est des interventions filmées complétées. Donc, vous voyez, il y a un intervenant qui est physiquement présent à l'image, mais on vient renforcer derrière les messages. Comment dirais-je? Nous ne sommes pas tous égaux en matière de mémoire visuelle et auditive. Donc là, vous voyez, on va entendre le propos oral de l'intervenant, mais ce propos sera complété à l'écran avec des pictogrammes, avec des mots-clés, là où on veut que l'apprenant mémorise ces messages clés, ces informations majeures. D'accord ? Une deuxième ressource qu'on a pas mal utilisée, c'est le motion design. C'est une
présentation audiovisuelle sous forme de petites illustrations telles que vous voyez là sur l'écran. Il n'y a pas d'intervenant physiquement présent et on va se servir de ce format pour comment dirais-je, tout ce qui est présentation méthodologique et également tout ce qui est présentation un petit peu structurée, courte, où on va aller droit au but sur du concentré de tomate, théorie pure et dure, pour que l'apprenant, du coup, ait cette synthèse accessible en ligne. Intervention filmée complétée, motion design, et puis je passe rapidement, il y a des textes illustrés. C'est quoi ces textes illustrés? Vous pourriez me dire, bah oui, ok, nous aussi, on utilise des documents Word, PDF, des PowerPoints. Oui, alors, nous, l'opinion qu'on a là-dessus, c'est de dire, si on met les documents en ligne in extenso, brut, en bloc noir, tiens, vas-y, t'as qu'à lire les 40 pages et puis t'as qu'à faire la synthèse, ça marche pas bien. Il y a ceux qui vont faire l'effort de faire la synthèse, qui sont dans une posture d'apprentissage, et il y a les autres qui vont décrocher. Et dans le distanciel, il faut faire attention à ces risques de décrochage. Donc, se dire qu'on présente les formats, les textes au format illustré comme un journal, en mode journalistique finalement, hein, avec des écrits, mais aussi des illustrations ou des mots-clés qui viennent redonner un coup de rouleau pédagogique sur ce que je veux que mon lecteur, que mon auditeur, que mon apprenant retienne, mémorise. Quatrième ressource, les interviews-reportages, très appréciés par nos étudiants, où là, finalement, une fois qu'on a expliqué, qu'on a posé la théorie, c'est, eh bien maintenant, nous allons écouter des professionnels qui vont venir nous expliquer concrètement comment cette théorie se met en œuvre, s'illustre sur le terrain professionnel. Là, vraiment, les étudiants sont unanimes en disant ça, continuez, ça nous aide beaucoup. Avec Parcoursup, on a des étudiants qui sont de plus en plus jeunes. Quand ils sortent du baccalauréat, qu'on leur fait un cours sur introduction à la psycho, sur le réseau partenariat, etc., s'il n'y a pas une illustration concrète de terrain derrière, ça manque. En tout cas, le fait de le mettre, c'est vraiment un plus, c'est vraiment un atout qui est apprécié. Voilà en ce qui concerne les ressources. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est les 4 principales. En ce qui concerne les activités, bon, vous les connaissez, il y a des activités individuelles comme le quiz. Il y a des activités collectives comme le forum, hein, on va être à plusieurs, on va pouvoir échanger. Pour quel type d'évaluation? Et alors là, j'attire votre attention sur vraiment un détail qui compte beaucoup pour nous, c'est de faire la différence entre l'évaluation sommative et l'évaluation formative. L'évaluation sommative, qu'on a beaucoup eue dans notre parcours scolaire, renvoie au principe d'atteindre un sommet. Si on n'a pas atteint ce minimum de connaissances ou de compétences, on n'a pas validé les compétences. Donc, l'évaluation, elle est sommative. Nous, on préconise plutôt l'évaluation formative. Je m'explique. Pour nous, le distanciel, le numérique, le digital, le e-learning, la FOAD, ne doit pas surrajouter de l'évaluation. Il y en a déjà pas mal. Dans toutes nos formations santé sociale, il y a quand même pas mal de contrôle continu, d'entraînement, d'épreuves blanches, de certification. Donc, le distanciel, de notre point de vue, ne doit pas en surrajouter. Ça reviendrait à dire qu'en présentiel, à la fin de chaque cours de 3 heures ou de 6 heures, 7 heures, on viendrait faire un quiz pour vérifier qu'ils ont tous bien compris. Personne ne fait ça. Donc, dans un module numérique, faire un quiz fermé, questionnaire fermé, qui permet à l'apprenant de savoir s'il a bien compris, bien sûr. Mais c'est un quiz fermé qui, évite aux équipes pédagogiques de faire de la correction pour chacun d'entre eux, sinon vous imaginez la démultiplication du nombre de corrections. Et 2, ce qu'on appelle évaluation formative, c'est qu'on pose une question fermée. Par exemple, quelle est la date de la loi de 2002 ? Donc il y a plusieurs réponses, 2002, 2004, 2006. Je fais exprès de donner l'exemple simple. Quelle que soit la réponse sur laquelle va cliquer l'apprenant, il y aura un message qui va s'afficher. On marquera réponse correcte ou réponse incorrecte, mais le message formatif, le coup de rouleau pédagogique, hein, d'où le rouleau que vous voyez sur l'écran, qui va apparaître, ce sera le même pour tout le monde. Ce sera de dire, là, ce qu'on voulait que tu retiennes, c'est que la loi 2002, elle s'est faite à tel moment, pour telle raison. C'est-à-dire qu'on va redonner du contenu pédagogique au moment de l'évaluation. Vous me voyez venir? Vous auriez pu me dire, mais attendez, vous avez parlé ressources, vous avez parlé activité.
il y a une troisième sphère qui est celle de l'évaluation. Eh bien, à Challenge, IRTS Hauts-de-France, on met l'évaluation dans l'activité parce que c'est une activité qui est formative. Ce n'est pas une évaluation sanctionnante, sommative. J'en arrête là parce qu'on pourrait aller loin, mais c'est un détail qui compte beaucoup pour nous. Voilà pour le volet de la clarification du terme formation ouverte et à distance. Je propose d'aller sur le troisième volet avec une focale sur l'avant, pendant et après Covid-19. Alors, d'abord, vous dire que c'est une enquête qui a été réalisée auprès des OF Santé Sociale qui ont été formés par les équipes de Challenge Hauts-de-France. Donc, les éléments qu'on va vous donner, les retours que nous avons vus, capitalisés et qu'on va vous présenter ce matin, sont vraiment issus de cela. D'abord, une focale sur l'avant-Covid, avec une petite illustration qui montre que c'était l'avant. Que s'est-il passé? D'abord, des pratiques numériques peu développées, des expériences volontaristes, ça et là, des dynamiques numériques inexistantes, plutôt faibles, des directions pas toujours ou peu convaincues, donc peu soutenantes. Ce n'était pas la priorité. Des pionniers dans le secteur de la santé et dans le secteur du social, il faut le dire, avaient, depuis 2001 et même avant, mis en œuvre des plateformes, des dynamiques, etc., mais qui n'ont pas été aidés. Vous savez, on a parfois un peu tort d'avoir raison trop tôt, et qui n'ont pas été aidés par la législation, puisque, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est qu'en 2014 que la FOAD financée a été possible. Quasiment pas de modalité synchrone, on a beaucoup été sur l'asynchrone, et des équipes pédagogiques qui étaient divisées. Grosso modo, d'une part, des équipes ou des formateurs un peu geeks qui avaient envie d'y aller, qui avaient envie de faire des choses, et de l'autre côté, des formateurs plutôt numérique déshumanisant. C'est un peu le discours qu'on a entendu, nous, quand on allait former les équipes, c'est « mais attendez, votre numérique, là, ça va déshumaniser la relation pédagogique ». Hein, je me souviens de questions qui étaient posées, qui étaient de dire « mais regarde, vous ne croyez pas que l'ordinateur va nous remplacer un jour? C'est le risque ». Et mon confrère Marcel Lebrun répondait toujours à cette question « Monsieur, madame, si vous me posez la question « est-ce que le numérique, est-ce que les ordinateurs vont me remplacer ?» Si vous me posez la question, alors oui, l'ordinateur va vous remplacer. Parce que si vous me posez cette question, ça veut dire que vous considérez qu'un ordinateur peut faire la même chose que vous. Si c'est pour mettre des contenus in extenso en ligne, oui, la machine pourra le faire tout aussi bien que vous. Par contre, si vous pensez que votre métier, c'est plus que ça, c'est de rendre digeste, accessible, de synthétiser, de faire de l'interaction pédagogique, de donner des consignes, alors vous voyez bien que la machine ne vous remplacera jamais. Et c'est là où je veux en venir ce matin, sur le fait qu'effectivement, il y a des idées reçues. Alors, c'est peut-être pas ceux qui participent à ce webinaire qui ont les idées reçues d'ailleurs, mais dans nos équipes élargies, on a parfois ce type de crainte, alors que finalement, c'est bien l'humain qui fait la différence. C'est vraiment la manière de prendre cet outil pédagogique qui va faire la différence. Alors, l'avant-Covid, il y avait des plateformes qui étaient plus administratives, qui n'étaient pas des LMS à proprement parler, et qui graphiquement en plus ressemblaient à ce que vous voyez. Donc ça ne donnait pas toujours envie. Des contenus en ligne qui étaient plutôt des verbatim, in extenso, en bloc. Des diaporamas où, en tant que formateur intervenant, et je me mets dedans, on a tendance à mettre à l'écran la même chose que ce que l'on dit, et cognitivement, les neurosciences sont formelles, c'est assez contre-productif d'énoncer oralement un propos qui est identique que celui qui est à l'écran visuellement. Il faut plutôt faire les deux, c'est ce que d'ailleurs j'essaye de faire ce matin. Vous me direz si ça fonctionne ou pas. Et puis il y avait aussi dans l'avant-Covid des cours filmés. Il y a eu des très grandes écoles en France qui faisaient appel à des pontes, à des experts, et qui leur disaient, écoutez, venez intervenir 2 heures, 3 heures, et l'année prochaine, on mettra le contenu en ligne pour les promotions suivantes. Et l'année d'après, de fait, ils disaient, messieurs, dames, allez voir la vidéo qui durait 2 heures, 3 heures. Le problème de ce type de contenu, c'est que vous avez un expert ou une experte, aussi bon, aussi bonne soit-elle, tenir 2 heures, 3 heures devant une vidéo sans interaction, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, c'est pas ce qui fonctionne le mieux, et ça génère pas mal de décrochage. Voilà pour l'avant-Covid. J'ai oublié effectivement peu de visio-formation, peu de synchrone dans cette période avant Covid.
Pendant Covid, donc voilà une situation un peu d'urgence, d'où l'illustration. Que s'est-il passé? D'abord, une explosion des pratiques numériques, c'est très clair. Ces pratiques se sont faites en mode survie des formations santé sociale. Et d'où le petit picto pansement. Un usage massif, donc des usages massifs des outils numériques, des usages contraints par le contexte, et quand c'est contraint, ça ne provoque pas les mêmes choses. Une prédominance des visios synchrones, une problématique sur la justification des heures qui étaient réalisées, comment on justifie de cela auprès des financeurs, des entraides et des échanges pédagogiques. Les équipes, souvent, nous ont dit jamais on a autant collaboré, on a échangé des contenus, et les couloirs, vous savez, parfois qui se croisent sans jamais, qui se juxtaposent sans jamais se croiser. Les équipes pédagogiques qui ne se parlent pas toujours parce que c'est pas la même formation, parce qu'on n'a pas le temps, etc. Là, plus que jamais, se sont donné la main pour qu'il puisse y avoir des contenus mis à disposition. Ça, c'est quelque chose qui est nettement ressorti. Évidemment, la problématique des équipes non formées et non préparées, puisque c'était une situation d'urgence, et des contenus asynchrones, donc les contenus type PDF, Word, qui étaient souvent trop denses. Et ça, les apprenants nous l'ont aussi beaucoup dit. Oh là là, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les équipes pédagogiques ont plutôt été mitigées, c'est-à-dire globalement le sentiment d'une progression technique plutôt globale, générale, mais une insatisfaction pédagogique. Parce que les premiers mois, les premières semaines du Covid, ça va, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on met à disposition, comment on garde la motivation, comment on garde le contact. C'est ça qui a été difficile. Et en plus, sur fond d'épreuves terminales dans le secteur social qui ont été annulées avec la diplomation 2020 qui a été fortement perturbée et qui du coup a généré beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes et donc de fait un problème d'attention. On est d'accord, le 100% distanciel, c'est pas terrible. Je dis bien le 100% distanciel, et c'est là aussi que se joue la formation ouverte et à distance. Alors au niveau des plateformes, il y avait peu de plateformes LMS, de fait, puisque c'est la résultante de l'avant-Covid, et donc des problèmes d'émargement, de justification des heures réalisées. Ergonomiquement, les plateformes n'ont pas eu le temps de faire autre chose que celles que vous voyez sur l'écran. Alors dans différentes régions, il y a pu y avoir des aides, des conseils régionaux, de différents endroits qui ont dit on peut mettre à disposition pendant quelques mois des plateformes. Ça ne s'est pas fait partout de la même manière. Les verbatims, ils étaient toujours bien là, donc de l'asynchrone palliatif via des PDF et des diaporamas, quelques cours pré-enregistrés, mais surtout beaucoup de documentation mise en ligne. Un peu en mode pourvu qu'ils aient de la matière. Et puis pour le petit trait d'humour, un peu aussi en mode, il y en a un peu de plus, je vous le mets quand même. Mais ça, les étudiants nous l'ont beaucoup dit en disant attention, il y a énormément de contenu, on ne va jamais pouvoir tout lire. Les diaporamas étaient toujours présents et mis en ligne de la même manière. Il a manqué un espace de dépôt parce qu'au moment de la diplomation 2020, quand on a dit aux étudiants venez nous déposer vos mémoires, venez nous déposer les différents écrits qui vont entrer en ligne de compte pour votre diplomation, oui, sur quoi vous déposez ça? Vous nous les envoyez par courriel, il y a des espaces qui sont prévus. Donc là, on a plusieurs établissements qui nous ont dit ça nous a manqué. Et une explosion de la visioformation, comme vous devez l'imaginer, avec une problématique sur le fait qu'il n'y avait pas de méthode, et donc du décrochage. Un outil qu'il a fallu dompter techniquement, il faut le souligner. Un mode plus visioconférence que visioformation, je vous renvoie à la définition qu'on a vue tout à l'heure et la distinction entre ces deux termes. Un problème d'émargement de fait, parce que toutes les visios n'avaient pas prévu l'émargement. Je ne vais pas citer chacune d'entre elles ce matin, mais voilà, ça n'a pas été sans difficulté. Il y a eu, pour le petit trait d'humour encore, une crise de fouade à ce moment-là. Alors on a préparé une petite vidéo qui a vocation à vous montrer comment ça a pu se passer. Alors vous allez voir, il y a des petites coupures son. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problématique, ça ne vient pas de votre côté. On a fait une petite vidéo qui vous montre un petit peu comment ça a pu se passer. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une visioformation sur le diagnostic socio-éducatif. Mais tout de suite, je vous partage mon PowerPoint. Alors, ça, vous voyez? Non, alors attendez, il est là. Ah non, pardon, c'est pas ça. Non, attendez, hop, voilà.
Donc, comment construire un diagnostic socio-éducatif. Alors, pour Stéphane Rulac, méthodologie de projet est une application de recherche, ça veut dire méthodologie de projet, et intègre une logique méthodologique de nature, donc scientifique. On va donc retrouver socio-éducatif en sciences sociales, comme les enfants, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, tout d'abord, attendez, problème de connexion, c'est revenu. Alors, tout d'abord, il s'agit donc d'écrire des observations précises qui posent problème, mais qui posent problème. Donc, apprendre à observer, de toute façon, ça constitue la base d'un diagnostic, surtout en période de confinement. Ah, mais j'ai cours là. Oui, bah c'est bon, c'est prêt. Ok, donc pas de questions. Donc si pas de questions, je vous envoie le PowerPoint et vous m'en faites une synthèse de 3 ou 4 pages. Merci. Voilà, un petit peu pour l'illustration. Merci Nicolas qui a préparé cette petite vidéo. Alors, c'est de notre côté, hein. C'est pas du côté des OF santé sociale chez qui nous sommes allés. Mais voilà, il y a des apprenants qui ont pu avoir des zones blanches, hein, d'abord, hein, et des problèmes de connexion. Donc parfois, c'est pas du côté du formateur qui a problème, mais du côté de celui qui reçoit, hein, donc du côté de l'apprenant. Et puis bah, même du côté des équipes pédagogiques qui étaient chez elles, là aussi, il y a pu y avoir des zones blanches, il y a pu y avoir des problèmes de connexion. Donc voilà, petite vidéo qui illustre la manière dont ça a pu se passer. On va continuer, donc on a vu l'avant-Covid, le pendant-Covid, et on va maintenant sur l'après-Covid. Qu'est-ce qui se dessine avec cette image résolument tournée vers l'avenir? D'abord, des pratiques numériques qui gagneraient à être à la fois institutionnelles et mutualisées. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Institutionnel, c'est fait par chacun d'entre nous, par chaque OF, santé sociale, pour lui tout seul, parce qu'il y a finalement des modules numériques internes. On a mis un petit caméléon parce que chaque établissement de formation a sa propre organisation, a ses propres manières de faire des cours, de les concevoir, de les mettre en ligne. Donc, il y a bien cette dimension qui est un premier périmètre. Le deuxième périmètre que nous appelons de nos voeux, c'est la mutualisation, c'est-à-dire le fait de décloisonner les OF au niveau national et de dire, mais construisons, élaborons, co-créons des modules numériques ensemble. Parce qu'on serait bien prétentieux les uns les autres de dire qu'on a tous les champs d'expertise et qu'on sait tout faire tout seul. Donc, allons à plusieurs en fonction de nos champs d'expertise et enrichissons-nous de ces expertises pour co-construire des modules qu'on utilise après, respectivement, dans chacun de nos périmètres. Et donc ça, c'est des modules qu'on va appeler numériques co-réalisés. Alors, le numérique peut être efficace grâce à l'humain, on le dit beaucoup ce matin, ce qui pose la question du rôle de l'enseignant, formateur, TRIS. D'abord, donner des consignes, orienter, répondre, c'est ce que peut faire l'humain dans un contexte de numérique, qui permet finalement de donner du sens. Sinon, il n'y a qu'à mettre une vidéo, ça parle tout seul, mais ça, on sait bien que ce n'est pas très efficace. La classe inversée peut être 100% distancielle. Qu'est-ce qu'on entend par là? Si on est à nouveau dans nos différentes régions, contraint de faire du distanciel pendant 15 jours, parce qu'il y a une promotion où il y a eu plusieurs cas Covid positifs et ils sont obligés d'être chez eux, etc. Eh bien, le principe de classe inversée, on va pouvoir le faire 100% distanciel. Autrement dit, vous avez des contenus asynchrones dont vous prenez connaissance, et jeudi prochain, on a une visio de 14h à 17h de façon synchrone qui va permettre de faire une remédiation. On va revenir tout à l'heure sur ce principe de classe inversée. On va en reparler de façon plus théorique, de façon plus précise. Il y a donc l'asynchrone qui permet de consulter des éléments théoriques clés et le synchrone qui permet dans un second temps de faire de l'interaction, du débat et de la mise en sens. C'est donc l'humain qui fait la différence et des équipes pédagogiques qui sont préparées et formées pour ça, techniquement et pédagogiquement, c'est encore mieux.
Demain, on va donc avoir des plateformes LMS, ces fameux Learning Management Systems, qui seront mutualisées. Donc, on peut être à plusieurs sur une même plateforme ou s'échanger des contenus qui vont sur nos différentes plateformes respectives. Il va y avoir des nouveaux formats, on en a beaucoup parlé, intervention filmée, motion design, je n'y reviens pas. Mais attention à l'alternance des formats. L'erreur serait par exemple de dire je mets 3 heures de motion design. Ben non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'on se lasse et finalement on décroche de la même manière. 3 heures d'interview, idem. 3 heures de texte illustré, idem. 3 heures d'intervention filmée, etc., etc. Donc c'est une alternance de ces différents formats qui va permettre de rendre un module numérique de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures efficace. On va aller aussi, pendant l'après-Covid, sur de la coproduction et du troc, on l'a dit tout à l'heure, donc des mutualisations, mais aussi des échanges. Bien sûr, il va y avoir des visioformations santé sociale, avec cette fois de la méthode, et je vais y revenir tout à l'heure, avec de la pédagogie interactive, donc vraiment pas la visio descendante, je vous parle, écoutez-moi, et où il y a du décrochage, mais plutôt je vais parler pendant tant de temps. Attention, pendant que je vais parler, je vais vous demander ça, ça, ça et ça. C'est ce qu'on appelle donner des consignes pour justement pouvoir permettre de capter l'attention. Du décloisonnement national, qu'est-ce qu'on entend par là? La visio étant numérique. Qu'est-ce qui nous empêche, avec un établissement de formation du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, de faire des visios en même temps? Ça pourrait être une intervention de l'Est, un intervenant d'un établissement qui se situe dans l'Est, qui fait intervention et qui est suivi par plusieurs écoles en même temps. Pour une formation spécifique, qui est la même pour tout le monde, ou multiformation. On peut commencer à imaginer, dans les relations de partenariat et de confiance qu'on a avec différents OEF, mais qui gagnerait à se décloisonner, qu'on arrête de rester en silo chacun, chacune, et qu'on aille effectivement s'enrichir des compétences des uns des autres. Parce que la qualité de nos formations mérite d'être visible. Vous avez en ligne sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur tout un tas de choses, vous avez tout un tas de vidéos sur le domaine de la santé, d'ailleurs, et dans le domaine de l'architecture, du commerce, etc. Il y a assez peu de vidéos sur le social. On souffre beaucoup dans notre secteur d'un manque de visibilité. On a des pépites, on a des grands savoir-faire, des grandes expertises, et souvent on a du mal à les mettre en vitrine, à les montrer, sans doute rattrapés par nos valeurs du champ social. Mais aujourd'hui, il faut essayer de sortir de cela pour rendre visibles ces qualités, parce que la qualité, elle est bien là. Et on ne va pas attendre Calliope, même s'il faut passer par là, pour montrer la qualité de nos formations. Voilà un petit peu pour l'avant, pendant et après Covid-19. Quatrième volet ce matin, et non des moindres, le terreau de la formation ouverte et à distance. Autrement dit, les convictions qui sont les nôtres, les différentes pratiques qu'on a pu mettre en œuvre pour rendre tout ça efficace. Encore une fois, on présente notre retour d'expérience, ça ne veut pas dire que c'est la règle. En premier lieu, il a été très important pour nous d'identifier un objectif. Parce que pour faire vivre un projet pédagogique ou andragogique, et de fait traversé par des dimensions numériques, il faut le définir par un objectif. C'est indispensable parce que les équipes pédagogiques ont besoin de savoir où ça va. On fait du numérique, ok, mais pourquoi? Quel est notre objectif? Qu'est-ce qu'on souhaite? Si c'est juste pour faire du numérique, si c'est juste pour être moderne, si c'est juste pour pallier, non merci. Quel est l'objectif derrière? Donc nous, très clairement, on a essayé de définir des objectifs. Il y a 3 principes fondateurs qui ont émergé. Vous en avez entendu parler d'ailleurs dans la conférence de 2016 dans laquelle j'étais intervenu avec Marcel Lebrun. Le premier, et c'est toute la thématique de ce webinaire ce matin, capter l'attention. Le second, ancrer la mémoire. Et le troisième, remédier. Ça, c'est vraiment des piliers fondamentaux dans notre démarche de formation ouverte et à distance. Vous voyez, on ne va pas sur le numérique pour aller sur le numérique, on y va pour capter l'attention. Autrement dit, on se dit, n'y aurait-il pas des interventions qui marchent pas bien, les apprenants nous disent on n'y arrive pas, on n'arrive pas bien à comprendre, c'est compliqué, c'est complexe, etc. Est-ce que le distanciel ne pourrait pas nous aider dans cette aventure? Donc, capter l'attention, ancrer la mémoire, et le principe de remédiation, je vais en parler, qui est le principe de classe inversée. Alors, allons-y. Le premier pilier, donc, capter l'attention, c'est le principe de mettre l'apprenant au centre. C'est-à-dire,
On passe d'un mode « je fais une intervention magistrale devant X apprenants et ils comprendront bien ce qu'ils veulent » à « non, je vais reprendre mon intervention, je vais la synthétiser pour la mettre en distanciel, pour que l'apprenant, je fasse un maximum pour qu'il puisse vraiment comprendre, retenir ces mots-clés. » Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, c'est très clair. Les sites qualifiants nous disent parfois, dites les apprenants que vous formez, ça doit être l'IRTS ou XY établissement. Nous, les apprenants qu'on a, parfois, on se dit, ont-ils tous les acquis nécessaires? Donc, ça aussi, ça nous a interpellés et on s'est dit, mais comment on peut être plus efficace dans la manière de leur transmettre les contenus pour qu'ils aillent sur le terrain avec tous ces acquis-là, avec toutes ces compétences et ces connaissances. Donc, considérer que l'apprenant est au centre, tout comme en 2002, on a considéré que la personne accueillie, la personne concernée était au centre, c'est aussi se redire, bon, ok, d'accord, du coup, je vais reprendre mes cours, je vais reprendre mes contenus pour les adapter à l'apprenant, pour les rendre accessibles, d'où le texte illustré, d'où l'intervention filmée, etc., etc. C'est donc à considérer que c'est finalement cette formation ouverte et à distance, ce digital n'est qu'un outil supplémentaire au service de la pédagogie et pas l'inverse. D'accord ? C'est pas la pédagogie qui est au service de la technique. C'est vraiment l'inverse. Et puis le mythe de l'économie. Il y a des établissements qui se sont dit tiens, je vais aller sur la FOAD parce que je vais faire des économies d'intervention. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que le temps que l'on passe, au moins les premiers mois, les premières années, à élaborer des contenus, ça ne fait pas faire d'économies. Au mieux, on a une opération blanche sur l'année. Et après, à moyen terme et à long terme, oui, on peut peut-être faire un certain nombre d'économies, surtout si on mutualise avec d'autres OF. Mais des économies à court terme, ça, c'est un mythe. Le deuxième pilier, donc, ancrer la mémoire. Alors, je repasse rapidement, mais il y a donc des formats distanciels qu'il faut éviter, vous l'aurez compris, les verbatim, les in extenso, les diaporamas, les cours filmés. Ok, on en a déjà parlé. Ce qu'il faut privilégier, on en a aussi parlé, mais j'y reviens, l'intervention filmée complétée, le motion design, le texte illustré, les forums, les visioformations, les quiz qui servent à valider et à générer l'émargement numérique, on va en reparler tout à l'heure, mais aussi les serious games, on en a déjà fait, et ça fonctionne bien. Pour ces formats distanciels, quand on veut ancrer la mémoire, il est important de privilégier des capsules courtes. Ce que j'appelle les capsules, c'est les plus petites parties. Vous savez, dans un cours de 3 heures, on a, je ne sais pas, 8 parties dans un cours qu'on ferait en présentiel. Eh bien, dans le distanciel, chez nous, on appelle ça des capsules. Et donc, chacune de ces capsules gagne à être courte, maximum 7 minutes. Varier les formats numériques, on en a parlé tout à l'heure, pas toujours le même format. De ce fait, on va alterner les marqueurs auditifs et visuels. On va ajouter des compléments visuels à l'écran pour renforcer la mémoire et de ce fait, faciliter la mémorisation des contenus. Voilà pour ce pilier numéro 2. Pour le pilier numéro 3, remédier, je vous le disais, c'est le principe de classe inversée. Écoutez, c'est très simple, il y a 2 formats. Donc, on va lancer une vidéo sur le tout premier format qui est celui de la classe traditionnelle. Qu'est-ce que nous avons dans ce format-là? Nous avons une formatrice qui donne un cours en présentiel à des apprenants. Elle intervient donc, c'est ce temps numéro 1. Et dans un temps numéro 2, quelques jours plus tard, cette apprenante se retrouve chez elle et donc fait l'acte d'apprendre, de reprendre ses notes et de mettre en sens ce qu'elle a pu entendre pendant l'intervention présentielle. Ça, c'est le modèle de classe traditionnelle. Passons maintenant au modèle de classe inversée. Nous allons voir que nous avons la même intervenante, mais qui cette fois fait cours comme ici, ou devant un smartphone, un téléphone, et l'apprenante la suit en asynchrone dans un temps numéro 1. Et attention, coup de magie, temps numéro 2, l'apprenante est en cours, en présentiel, et suit une séance de remédiation. Et vous voyez, c'est la même intervenante. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien que ce principe de classe inversée, ça veut dire collaborer avec des formateurs permanents, formatrices permanentes, internes, enseignants, enseignantes, ou bien des intervenants occasionnels externes, qu'on va solliciter sur un contenu dont ils ont l'expertise. On va élaborer des contenus pour qu'ils soient mis sur la plateforme LMS, qui permet aux apprenants de les consulter. Donc là, on est sur le théorico-théorique pur. Temps numéro 1. Temps numéro 2, quelques jours après, il y a une remédiation qui permet à ce même intervenant, à cette même intervenante, de revenir sur ce qui a été
mis en ligne et de mettre du sens, de mettre en interaction, de mettre en question, de mettre en débat et de développer les contenus qui ont été abordés. Voilà ce qu'on entend par le principe de classe inversée. Alors, cette remédiation, elle peut se faire en présentiel et elle gagne à se faire en présentiel, justement. Vous voyez bien comment l'asynchrone peut se faire à la maison, en distanciel sans problème. Par contre, la remédiation, s'il y a de l'interaction, il vaut mieux la faire en présentiel. Et c'est là que tout à l'heure, je vous disais, si on est contraint par le Covid, la remédiation peut aussi se faire par la visioformation. Voilà pour ce pilier. Alors, on va plus loin sur le terreau. Pour mettre de la formation ouverte et à distance à l'œuvre, en œuvre dans un établissement, il faut une dynamique institutionnelle et une direction proactive, c'est-à-dire une direction qui soutient, qui est convaincue et qui porte le projet de formation ouverte et à distance. Sinon, les équipes peuvent être toutes volontaristes, peuvent avoir plein d'idées. S'il n'y a pas de soutien de la direction, ça ne peut pas se mettre en œuvre. C'est difficile en tout cas. Pour autant, il y a un vrai virage pédagogique. Il faut l'affirmer. Je veux dire, c'est pas rien de se dire que ça y est, on introduit des dimensions numériques dans la pédagogie. Ça ne veut pas dire qu'on fait 100% de distanciel et de numérique. Ça veut dire qu'on l'introduit dans un pourcentage qui est à définir et qui est à personnaliser d'ailleurs. Troisièmement, on est convaincu qu'il faut former 100% du personnel. Le digital, le e-learning, la FOAD n'est pas finalement une question qui est réservée aux équipes pédagogiques ou aux équipes d'enseignants, formateurs. Tout le personnel doit être associé. Les assistantes pédagogiques, les personnes de l'accueil, il faut que institutionnellement, tout le personnel comprenne bien de quoi il retourne. Qu'est-ce que c'est que cette formation ouverte et à distance? Qu'est-ce qui change, etc., etc. C'est vraiment une affaire d'institution, d'où le fait d'associer et de former l'ensemble du personnel. Alors bien sûr, pas autant, parce qu'on peut imaginer que les services transversaux ont besoin d'1 à 2 journées pour bien comprendre de quoi est-ce qui retourne, là où les équipes pédagogiques ont besoin de beaucoup plus. En l'occurrence, à l'IRTS, toutes les équipes pédagogiques ont eu 12 journées de formation et l'équipe, je dis petite maintenant, mais où il y a 10 personnes, de l'équipe de Challenge, eux, ils ont eu 52 journées chacun. Donc là, on a été beaucoup plus loin. On s'est formé avec des journalistes, on s'est formé avec une école de cinéma, justement, pour apprendre à parler devant la caméra, à pouvoir énoncer un cours en captant l'attention, etc., etc. En tout cas, former 100% du personnel. Il faut de ce fait rédiger un projet pédagogique, un projet andragogique. Vous l'avez compris, il n'est pas question de parler de 100% distanciel, et on vient juste de le dire, il y a un pourcentage qui est à définir. Quand on a démarré à l'IRTS en 2015, début 2016, on a annoncé qu'on irait entre 5 et 30% de distanciel dans les formations sociales. Aujourd'hui, après 4-5 ans, on est à peu près à 15-20% d'asynchrone. Je ne parle pas des visioformations synchrones qui se sont rajoutées pendant le Covid. Je dirais que finalement, avant Covid, on était à 15-20%, par contre, sur l'ensemble des formations. Ce faisant, on a donc formé par le numérique, en utilisant des outils numériques. Mais il ne faut pas oublier une deuxième dimension très importante, c'est de former pour le numérique, c'est-à-dire de préparer les étudiants en santé sociale à utiliser ces outils-là sur le terrain professionnel. Et ce n'est pas la même dimension. Il faut considérer pour le terreau de la FOAD qu'il est très important de scénariser, c'est-à-dire que là, l'ingénierie pédagogique est vraiment revisitée parce qu'on ne fait pas du distanciel comme on fait du présentiel. Il y a donc une méthode qu'on présente, par exemple une formation Café-Ruisse, on prendrait une armoire avec différents contenus de cours. Donc ça, c'est la formation dans sa globalité, je dirais. Et puis il y a des modules que vous connaissez, que vous utilisez déjà, comme le module management, par exemple. Dans ce module, on pourrait considérer qu'il y a un sous-module comme la fonction de cadre. Et dans ce sous-module, il va y avoir des séquences présentielles, il va y avoir des séquences visioformation, synchrone, et il va y avoir des séquences distancielles. Et ça, il y a une méthodologie de scénarisation qui nous permet de dire je scénarise la globalité du parcours FOAD présentiel-distanciel, mais ensuite, je scénarise aussi la séquence distancielle. Et ce n'est pas tout à fait la même chose non plus. Scénariser, ça veut dire quoi? Ça veut dire repérer les contenus de formation qui gagneraient à être passés en distanciel. On utilise pas mal avec Challenge le terme de top et flop.
quels sont les tops et les flops, les cours qui fonctionnent bien, qu'on laisse en présentiel, ceux qui fonctionnent moins bien et qui gagneraient peut-être à être passés en distanciel. Et puis 2 éléments qui sont clés. Quand on scénarise, on doit repérer ce que je veux prendre le temps d'expliquer, parce qu'en distanciel, les apprenants ont aussi le temps de consulter, d'apprendre et de comprendre. Mais aussi scénariser, ça veut dire identifier ce que je veux que l'apprenant mémorise. Et ça, c'est très important. Et au moment des quiz, quand on pose des questions, on ne pose pas n'importe quelle question. Et souvenez-vous, on met un coup de rouleau pédagogique à chaque autocorrection, à chaque message autocorrectif pour que l'apprenant vraiment ait à plusieurs reprises ces éléments de cours, ces contenus majeurs qu'on veut qu'il mémorise. Voilà pour la scénarisation. Alors, la formation asynchrone, vous l'aurez compris, se fait sur une plateforme LMS, un espace numérique. Cet espace, il gagne à être ergonomique, le plus ergonomique possible, le plus fluide, le plus intuitif. D'abord pour que les équipes pédagogiques aient de la facilité à mettre des contenus en ligne, ça c'est très clair, mais aussi pour que les apprenants aient de la facilité d'y accéder. C'est-à-dire, eux qui sont si à l'aise avec leur téléphone, avec leur tablette, il faut que le digital learning, il faut que la FOAD, santé sociale, se mette à la hauteur de cette ergonomie, de cette fluidité, de cette modernité, pour que vraiment on soit dans quelque chose où on a envie d'aller apprendre. La dimension de la sécurisation juridique a été très, très, très importante. On pensait d'ailleurs, quand on a démarré à l'IRTS, qu'elle avait été préparée, que certains s'y étaient déjà penchés, et finalement pas plus que ça, et pour cause, puisque tant qu'elle n'était pas financée avant 2014, finalement la dimension juridique était peut-être pas aussi nécessaire. Il y a des questions de propriété intellectuelle, d'ailleurs, qui ont émergé avec le digital, qui émergent, vous devez vous poser un certain nombre de questions, on y répondra tout à l'heure. Pour autant, ces questions existaient déjà au moment du présentiel. Quand je suis formateur, TRIS, et que j'élabore un contenu, et que je le fais des polycopiés que je donne aux étudiants, la question de la propriété intellectuelle, des droits d'auteur, se pose de la même manière que quand je mets un cours en ligne. Simplement, en ligne, tout à coup, il est visible par plein de personnes et on s'inquiète d'une manière plus importante. Mais finalement, la question est la même. Alors, de quoi est-ce qu'on parle dans cette sécurisation juridique? On parle de l'émargement numérique. C'est la petite tablette avec la petite signature. Ça, c'est le premier élément. On parle des justificatifs qu'on doit transmettre aux financeurs, OPCO et autres. Qu'est-ce que je donne comme preuve de réalisation du parcours distanciel? Troisièmement, la question de droit d'auteur, DA, et des contrats qui sont en lien avec du coup, la cession des droits d'auteur et aussi l'autorisation de droit à l'image. Donc juste en dessous, le droit à l'image avec un petit cadenas. Et puis enfin, cinquièmement, la question des CGU, donc les conditions générales d'utilisation. Parce que si vous ne bordez pas les plateformes LMS, finalement, les apprenants pourraient régler leur compte en ligne. Donc, il est très important de leur dire, attention, sur une plateforme, on ne dit pas ce qu'on veut, on ne fait pas ce qu'on veut, il y a des règles. Voilà, donc ces 5 dimensions, nous, on a été obligés de les sécuriser. Et donc, aujourd'hui, on a un certain nombre de contrats bien ficelés. Et donc, on est tout disposé à aller vous les présenter, à aller vous les expliquer pour que vous gagniez du temps. Parce qu'il y a 7 documents. Il y a la question des droits d'auteur, bien sûr, des droits à l'image, mais il y a tout un tas d'autres documents contractuels, y compris des questions de clauses dans les contrats de travail des formateurs permanents, des intervenants occasionnels, qu'il convient de bien comprendre pour voir l'application que ça a en termes de droit moral, mais aussi de droit patrimonial dans les contenus produits. Voilà pour cette question de sécurisation juridique. La question de la comptabilisation des heures qui a vraiment posé question au moment du Covid, de fait, comment on comptabilise ces contenus distanciels? D'abord, il y a une convenance et puis une pratique interne qui a été la nôtre, qui consiste à dire quoi? Le temps de formation d'un apprenant est à distinguer de la durée des médias. Si je consulte une vidéo de 1 heure de cours fait par un prof, combien de temps ça me valide? Ça me valide 1 heure? Ça me valide plus? Ça me valide moins? Si je revisionne, si je fais des pauses, des arrêts sur image, ça me valide combien de temps en fait? Et donc la convenance et la pratique interne sur laquelle nous sommes arrivés, qui est une pratique interne,
c'est de dire que le temps de formation validé pour un apprenant est égal à la durée des médias fois 3. Autrement dit, quand je regarde une vidéo de 15 minutes, je vais la regarder une première fois sans prendre de notes. On va appeler ça le premier visionnage. La deuxième fois, cette fois, je vais revisionner, mais je vais prendre des notes pour préparer la remédiation présentielle. Troisièmement, au moment du quiz, on n'est pas sur du sommatif, on est sur du formatif, souvenez-vous. Donc, je ne suis pas sûr de bien répondre à la question, j'ai un doute, je peux aller revisionner des contenus pour bien répondre, aucun problème. Je ne parle même pas ici des pauses, des retours arrière, parce que l'apprenant a la possibilité de faire en distanciel ce qu'il ne peut pas faire en présentiel, prendre une télécommande et mettre sur pause. Donc, tout ça revient à penser qu'on est à plus ou moins x3 la durée des médias pour avoir le temps de formation validé par les apprenants. Autrement dit, quand on annonce chez nous qu'on a un module histoire du travail social qui fait 4 heures, le temps de formation validé par les apprenants, ce sera 4 heures. C'est-à-dire que leur temps théorique, d'accord, ces 4 heures entrent dans le volume d'heures théoriques attendues réglementairement. Le principe de double périmètre maintenant qui est très important. Qu'est-ce que ça revient à dire? Eh bien que pour que la formation en VRT à distance fonctionne, il est assez intéressant de considérer 2 dimensions. La première, c'est qu'il y ait des œuvres institutionnelles. Et la deuxième, c'est qu'il y ait des œuvres individuelles. Quelle est la différence? Les œuvres institutionnelles, elles auraient vocation à être transversales, partagées. Les usages seraient donc répétés. Et donc, de ce point de vue-là, il y aurait la validation de l'établissement de formation parce qu'il y a une charte éditoriale, il y a une charte graphique, d'accord? Et donc, l'établissement de formation veut qu'il y ait une uniformité, une harmonisation de présentation. À la différence des œuvres individuelles, qui sont plutôt faites par un formateur, une formatrice, qui va donc le partager si il ou elle le souhaite, avec une ou plusieurs personnes. C'est donc un usage restreint et il n'y a pas forcément de validation de l'OF. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que moi, je suis convaincu que si on fait que l'un ou que l'autre, ça ne fonctionne pas. Si un OF veut tout verrouiller et tout valider, les équipes pédagogiques ne se l'approprieront pas vraiment, cette démarche FOAD. Et si à l'inverse, on dit « allez-y, faites, vous pouvez mettre en ligne ce que vous voulez pourvu qu'il y ait de la matière », ça part dans tous les sens, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'harmonisation, il n'y a pas de charte éditoriale. De notre point de vue, moi je soutiens très fort, c'est donc le principe de permettre ces 2 manières de faire concomitamment, dans le même temps, qui permet à la fois aux équipes pédagogiques de s'approprier ça et de le faire pour chacun d'entre eux, et à la fois de faire des œuvres institutionnelles partagées, partageables, validées par l'OF et échangeables avec d'autres OF. Nous, ça va nous intéresser à l'IRTS Hauts-de-France d'aller acheter des modules numériques qui ont été faits par d'autres, ça nous évitera de le faire. Ce faisant, vous voyez, on a mis un petit chemin. Voilà, les œuvres individuelles permettent aux équipes pédagogiques de faire vivre d'une manière inattendue, et tant mieux, la FOAD dans chaque OF. Voilà ce principe de double périmètre qui nous est très cher. Évidemment, on a dû moderniser les moyens techniques, la petite boîte à outils. Alors, on a un plateau de tournage, c'est celui que vous voyez là. Alors, on n'est pas obligé toujours d'avoir ce plateau de tournage. Là, vous l'avez derrière moi. Voilà, tous les OF ne sont pas obligés d'avoir ce même outil. On peut avoir un trépied avec un smartphone ou même se filmer avec une webcam et faire un cours filmé de qualité suffisante. Voilà, nous, on a fait ça parce qu'on en a produit énormément, mais voilà, ça fait partie des investissements qu'on a fait. On a investi dans un studio de montage avec des motion designers que vous voyez là, qui assemblent du coup ces différents contenus de cours. Et puis, on a un serveur streaming, ce qui permet qu'on a notre... Si vous voulez, c'est comme un YouTube ou un Vimeo à nous, IRTS TV. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver en ligne, ça s'appelle IRTS TV. Et donc, vous voyez un certain nombre de conférences, journées d'études et des cours qu'on a rendus publics qui sont accessibles par les étudiants. On a dans cette IRTS TV une dimension publique et une dimension privée, donc avec des contenus que l'on garde pour nous. Ça permet de stocker donc et d'archiver tous nos cours, mais aussi de les rendre accessibles en streaming, donc en direct, par un grand nombre d'apprenants simultanés. Alors on arrive à la fin de ce terreau et quasiment à la fin de l'intervention.
dans le terreau, il ne faut pas oublier de ne pas, comment dirais-je, rester sur ses acquis en se disant c'est bon, on fait de la FOAD, c'est bien. Non, il faut essayer d'avoir toujours un coup d'avance et de se dire comment nous pouvons rester en veille sur l'avenir et sur les à venir. Il y a la réalité augmentée dont vous avez dû entendre parler, qui est une première chose, et aussi la réalité virtuelle qui permet, par exemple, à des apprenants en santé, qui se pratiquent déjà, avec la chambre des erreurs qui est, par exemple, une modalité présentielle, mais qui peut se faire en distanciel, eh bien, d'avoir une immersion quasi réelle de comment ça se passe dans une salle d'opération, de comment ça se passe. Par exemple, quand on essaye de simuler le fait d'avoir une cécité, une amblyopie, d'avoir une vision tubulaire, etc., etc. Tout ça est tout à fait possible avec de la réalité virtuelle et augmentée. Donc, l'IRTS a déjà produit 2 contenus de réalité virtuelle. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas pu faire ces journées conférences en présentiel parce qu'on aurait pu vous les montrer. Mais en tout cas, bien sûr, on peut vous accueillir les uns les autres ou venir vous rencontrer pour vous présenter ça avec plaisir. Voilà la veille sur les avenirs. Donc, en résumé, qu'apporte l'humain? Il apporte du lien, il apporte de la relation, il permet de donner du sens et des nuances qu'une machine ne pourrait pas faire. Et il permet dans la visioformation de donner des consignes d'attention qui enrayent le décrochage. Et bien entendu, il permet également de répondre à des questions posées plutôt que de donner des réponses à des questions qui ne se posent pas. Ce que fait plutôt la machine. Capter, ancrer, remédier, parce que donner envie d'apprendre, c'est notre métier.